Les années 60 étaient une époque où la musique n'était pas seulement écoutée, elle était aussi ressentie. C'est alors qu'est née la légende Brian Jones. Alors son nom ne résonne peut-être pas autant que celui de Mick Jagger ou Keith Richards, mais pourtant il a eu un grand impact dans le monde de la musique. Brian Jones était un garçon aux cheveux dorés et qui avait un penchant pour le blues. C'était un guitariste doué et un grand auteur-compositeur. C'est pour ça qu'il a cofondé les Rolling Stones. Alors oui, il avait le talent, l'argent, la renommée, il avait tout. Et pourtant, il a connu une fin tragique. Il y a même des personnes qui ont des théories sur sa mort. C'était un jour habituel dans la ville pittoresque de Cheltenham, dans le Gloucestershire, en février 1942. Un petit garçon est né dans une famille de la classe moyenne, destinée à laisser une marque indélébile sur le monde. Son nom, Lewis Brian Hopkins Jones. Les débuts de Brian étaient typiques de l'époque, mais il était tout, sauf ordinaire. Son père, Lewis Blount Jones, était professeur de piano et ingénieur aéronautique. Pourquoi pas, hein? On peut aimer plein de trucs, et puis ça fait quand même un petit peu plus d'argent. Et sa mère, Louisa Beatrice Jones, était pianiste et chef de chœur. L'amour de ses parents pour la musique lui a inculqué une profonde appréciation pour cet art. Tandis que ses parents jouaient des airs de classique, le cœur de Brian appartenait à un thème différent, les sons bruts et émouvants du blues. Elmore James et Robert Johnson, tiens, Robert Johnson, ce serait pas le mec de la dernière vidéo? Allez la voir si vous voulez en savoir un peu plus sur le premier artiste du Club des 27. Elmore James et Robert Johnson étaient comme des appels de sirène qui l'appelaient vers un monde qu'il aspirait à explorer. Et c'était tout ce qui l'intéressait. Le jeune Brian Jones n'était pas vraiment un élève brillant. C'était un enfant rebelle qui ne s'est pas fait exclure une fois, mais deux de l'école. Puis vint le tournant. À 17 ans, ses parents lui offrent un beau cadeau, sa première guitare acoustique. Soudain, les clubs de blues et de jazz locaux, où il jouait dans la rue, sont devenus des scènes pour son talent naissant. Cependant, sa passion pour le jazz et le blues se heurtait aux opinions de son père. Il n'aimait pas que Jones joue de la guitare tout le temps. Il voulait qu'il se trouve un vrai travail. C'est bizarre, hein, j'ai déjà eu ce genre de discussion avec mon père aussi. Imaginez maintenant la tension dans la maison. Un père et son fils divisés par ce qui aurait dû les unir, la musique. À 20 ans, la relation de Brian avec ses parents était un désastre total, ce qui se refléta plus tard dans sa vie amoureuse. Il est devenu père à 3 reprises, chaque enfant étant issu d'une relation différente. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ses parents l'ont chassé de la maison. Et c'est à ce moment-là que cette étoile a commencé à monter. Le voyage de Brian Jones vers la célébrité a commencé lorsqu'il a quitté Cheltenham pour les rues animées de Londres. Dans cette ville dynamique, il fait rapidement la connaissance de figures incontournables de la scène rythmique et blues, parmi lesquelles de futures stars comme Alexis Corner, Paul Jones de Manfred Mann, ou encore Jack Bruce de Cream. Brian était prêt à commencer sa nouvelle vie à Londres. Il s'est même fait appeler Elmo Lewis pendant un certain temps. Au départ, il a formé un groupe appelé The Rooster avec Paul Jones, mais ce n'était qu'un tremplin. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est une simple publicité dans Jazz News. Croyez-le ou non, cette publicité est la façon dont les légendaires Rolling Stones ont débuté. Ian Stewart a été le premier à rejoindre le groupe. Puis est venu Mick Jagger, amenant Keith Richards. Ces gars étaient sur la même longueur d'onde musicalement. Ils aimaient les mêmes airs et les mêmes vibrations, ce qui signifiait que le groupe était prêt à prendre forme. Maintenant, le nom, The Rolling Stones, est apparu un peu par hasard. Vous voyez, Jones a été pris au dépourvu lors d'un appel téléphonique avec un propriétaire de salle. Il a jeté un coup d'œil à un album de Muddy Waters et au morceau Rolling Stone Blues. C'est à ce moment-là qu'il a pensé au nom The Rolling Stones. Donc vous imaginez le truc un peu... Oui, allô? Ah, on peut jouer dans votre établissement? Non. The Rolling Stones. Ouais, c'est ça. The Rolling Stones. Le groupe a fait ses débuts le 12 juillet 1962 au Marquis Club de Londres. Même s'ils ont eu des réactions mitigées à propos du nom, dans l'ensemble, le public a adoré leur performance. Les mecs s'appellent les pierres qui roulent? Ouais, c'est ça, ouais. Bref, on s'en fout, ces mecs ils déchirent. À cette époque, Jones vivait dans un appartement avec Mick et Keith. Ils jouaient constamment et apprenaient les uns des autres. Brian est celui qui a appris à Mick à jouer de l'harmonica, un son qui est devenu plus tard une grande partie du style caractéristique des Stones. Les Rolling Stones sont rapidement passés du statut de simple groupe à celui de sensation mondiale. Leurs concerts étaient toujours bondés, leurs chansons étaient en tête des charts, et ils ont défini une toute nouvelle ère de musique et de culture. Mais chaque histoire a ses ombres, tout comme celle de Brian.
En tant que manager non officiel des Stones, Jones recevait $6 de plus par concert. Cette petite chose a accru la tension au sein du groupe. Lorsque Keith Richards et Mick Jagger en ont eu connaissance, ils ont été surpris par cet arrangement et ont ressenti un sentiment de trahison. Et c'est à ce moment-là que le problème a commencé. Cet avantage financier, combiné à son rôle de leader perçu, a semé la discorde dans un groupe qui était au bord de la domination mondiale. Ainsi, dans les années 60, les Rolling Stones frappaient fort. Des groupes comme les Beatles ou des légendes comme Lennon et McCartney ont écrit leur propre succès, montraient à tout le monde que pour rester au sommet, il fallait apporter des chansons originales. Pour Brian, ce changement a été une pilule difficile à avaler. Il adorait le blues. Mais les Stones s'appuyaient davantage sur Jagger et Richards. Lentement mais sûrement, l'influence de Brian sur la direction du groupe et son rôle de manager s'estompait. La vie sur la route, la célébrité, l'argent, tout a commencé à avoir des conséquences néfastes sur Brian. Il se sentait de plus en plus comme un étranger dans le groupe qu'il avait contribué à créer. Pour s'en sortir, il s'est tourné vers l'alcool et la drogue. Et disons simplement que cela ne lui a pas rendu service. Il changeait, et pas pour le mieux. Le gars qui était autrefois super talentueux et à l'allure angélique se présentait souvent défoncé au studio ou ne venait pas du tout. Prenez par exemple l'enregistrement de Sympathy for the Devil. Ce morceau de l'album Beggar's Banquet venait de Jagger et Richards. Ils avaient cette vision d'une ambiance hypnotique et tribale, mêlant rock, blues et rythme latino. Pendant qu'ils préparaient ce morceau, où était Brian? Ouais, il était là, mais pas comme avant. Il jouait des maracas et des congas, ajoutant sa touche, mais il était clair que son rôle avait considérablement diminué. En juin 1969, les choses allaient vraiment mal pour Brian. Son comportement imprévisible et ses sautes d'humeur étaient trop pour le groupe. À cette époque, une grande tournée américaine approchait. Alors Mick, Keith et Charlie ont dû prendre une décision difficile. Ils ont été chez Brian et lui ont dit qu'il n'était plus du groupe. Richards a déclaré plus tard que Brian l'avait en quelque sorte vu venir mais ne semblait pas l'avoir pleinement compris. Il était parti loin. Après cela, Brian était seul. Il était coupé du groupe qu'il avait fondé, se sentant perdu et abandonné. Ce fut un tournant difficile pour un gars qui était autrefois au centre de tout cela. Les Rolling Stones ont continué à avancer, mais Brian, il a été laissé pour compte, essayant de comprendre ce qui s'était mal passé. Maintenant, il est temps que je vous raconte comment la légende Brian Jones est décédée. Il était peu après minuit, le 3 juillet 1969, lorsque Brian fut retrouvé immobile dans sa piscine. Sa petite amie a déclaré qu'il avait encore un pouls lorsqu'ils l'ont retiré, mais lorsque les médecins sont arrivés et l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, il était trop tard. La cause officielle serait mort par accident, suggérant qu'il s'est noyé accidentellement, probablement sous l'influence de l'alcool et de drogue. Comme le racontent les histoires, notamment celles concernant les stars du rock célèbres, certaines personnes n'adhèrent pas à la version officielle. Ils pensaient qu'il y avait plus que cela, comme si sa mort avait été mise en scène pour ressembler à un accident. Voici quelques théories. Brian avait acheté Coachford Farm en novembre 1968. C'était l'ancienne maison de l'auteur de Winnie l'ourson, A.A. Milne. Il avait besoin de travaux sur place et a fait appel à Frank Thorogood, un constructeur qui avait travaillé sur la maison de Keith Richards. Frank a emménagé dans un appartement sur la propriété de Brian. Et disons simplement qu'il y avait plus de fêtes que de réparations. Brian avait l'impression que Frank l'arnaquait, mais il n'était pas du genre à affronter les gens directement. Maintenant, c'est ici que les choses deviennent troubles. Il existe différents récits de ce qui s'est passé dans la nuit du 2 juillet, mais c'était une chaude journée d'été, et l'asthme de Brian s'aggravait. Le soir, après quelques verres, Brian, Frank et une infirmière nommée Janet Lawson, qui était également présente, ont décidé d'aller nager. Il existe des histoires contradictoires sur qui a quitté la piscine en premier. Mais à un moment donné, Brian s'est retrouvé seul dans la piscine. Janet l'a retrouvé plus tard immobile dans l'eau. Il y a une confusion quant à savoir qui l'a retiré. Était-ce elle, Frank ou Anna, la petite amie de Brian? De toute façon, il était trop tard. Brian a été déclaré mort sur les lieux ou à l'hôpital. L'autopsie n'a montré aucun signe de lutte ou d'échymose, ce qui suggère que quoi qu'il arrive, Brian ne ripostait pas. Une théorie qui a gagné du terrain était que Brian avait eu une vive dispute avec Frank à propos de l'argent et que les choses étaient devenues incontrôlables. Certains soupçonnaient que Frank, se sentant utilisé et sous-payé, aurait pu jouer un rôle dans la mort de Brian. Cependant, comme nous l'avons déjà évoqué, la police a examiné l'affaire en 2010 mais n'a rien trouvé pour contredire le verdict de la noyade accidentelle. Ensuite, il y a eu des théories plus farfelues. Certains ont dit que Brian prévoyait de renvoyer Frank ce soir-là, mais on ne sait pas si cela s'est produit. Maintenant, Anna,
qui était la petite amie de Brian, a parlé de la réaction de Frank ce jour-là. Elle a dit que sa réaction l'avait fait sourciller. Elle avait l'impression que Frank semblait trop calme, presque antipathique, lorsque Brian fut retiré de la piscine. Elle soupçonnait un acte criminel, pensant que Frank aurait pu perdre son sang-froid et nuire à Brian. L'histoire de Janet a également changé au fil du temps. Avant sa mort en 2008, elle a suggéré que Frank en savait plus qu'il ne le laissait entendre. Pour ajouter à l'intrigue, certains ont suggéré que la mort de Brian était liée à son départ des Stones et à l'accord de départ qu'il avait conclu. Une théorie suggérait que le manager du groupe, qui souhaitait économiser de l'argent, aurait pu jouer un rôle dans sa disparition. Mais cela manquait de preuves tangibles et semblait être tiré par les cheveux. Et il y a d'autres théories, encore plus farfelues, comme quoi d'autres personnes étaient présentes sur les lieux. Mais là encore, on n'a pas de preuves. Et sans preuves, on peut rien faire en fait. Donc maintenant, moi je vous demande votre avis. Qu'est-ce que vous pensez déjà de la mort de Brian, mais ensuite de sa mort? Est-ce que vous pensez que c'est juste une mort par accident? Donc c'est-à-dire que avec l'alcool, la drogue, on sait qu'il était gros consommateur. Il s'est juste noyé en fait, ou que vraiment suite à des problèmes d'argent ou de relations, quelqu'un aurait tué Brian. Maintenant, je vous ai donné des éléments, je vous laisse décider vous-même. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu connu. Quand il y a quelqu'un de très connu qui meurt, il peut pas mourir comme ça, c'est pas possible. On prend Michael Jackson. Peut-être il y aura une vidéo sur lui un jour, pas tout de suite, mais est-ce que c'est son médecin qui l'a tué ou juste il est mort comme ça? Chester Bennington, il s'est suicidé et est-ce qu'il y avait autre chose? Le FBI, on sait rien. Après, c'est peut-être des théories du complot. Kurt Cobain, on va en parler de Kurt Cobain, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour sa musique. On parlera sûrement aussi des théories, mais est-ce que Kurt Cobain s'est suicidé ou quelqu'un qui l'a tué? Je vous pose tout de suite la question pour Brian Jones. Est-ce que c'est une mort par accident, qui est en tout cas la cause la plus logique, ou est-ce que, en tant que star du rock, ça pourrait être autre chose? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et ça me ferait encore une fois plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et on continue d'investiguer, ça se dit, investiguer, on continue nos recherches sur le Club des 27.